Bonjour, c'est l'heure des mots et débats et vous êtes bien sûr devant votre poste pour regarder, pour découvrir l'invité des mots et débats qui va nous présenter sa dernière parution. Elle est martiniquaise, elle est agrégée d'espagnol, docteur en sciences du langage et actuellement elle est professeure à la Sorbonne à Paris. Elle a déjà écrit quelques ouvrages mais sous un autre nom, Mérine Seco, dont Au revoir Mantine. Je vous présente Corinne Mancé-Caster. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Oui, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Alors, vous êtes aussi l'auteur de La Mazurka perdue des femmes Courès en 2013, prix Gilbert Gracian. Là, c'était aussi sous le nom de de Mérine Seco, pardon. Et là, vous avez pris votre vrai nom de famille, Corinne Mancé-Caster, pour parler de cet ouvrage, de ce roman, vous dites, Le talisman de la présidente aux éditions Écriture. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite la première partie de l'émission, au fil des pages. Corinne Mancé-Caster, je voudrais savoir, alors, est-ce un roman ou un récit autobiographique? En fait, c'est quand même un roman dans la mesure où tout roman se fonde sur un vécu et puis construit une intrigue, une trame qui relève de l'imaginaire. Donc, naturellement, je me suis fondée sur mon expérience de présidente à la tête de l'Université des Antilles et de la Guyane pour imaginer et construire ma trame, mais j'ai aussi enjolivé, modifié certains éléments et donc j'ai introduit une part d'imaginaire. Oui, comme par exemple le nom Félix Talisman, puisque cet homme qui était le doyen de l'université en Martinique, alors ça s'appelle l'UFC, c'est ça, une petite université répartie sur 3 régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il n'en démord pas, il est en colère parce que vous avez été élue présidente de cette petite université, enfin de ces 3 pôles d'université qui sont en Martinique, enfin chacune est dans sa région. Vous êtes élue en 2013, et là, il vous en veut. On sent qu'il prépare quelque chose. Vous avez même écrit « J'ai été élue après une campagne électorale que j'ai trouvée pénible », c'est-à-dire... En fait, l'héroïne du talisman de la présidente, qui s'appelle CMC, raconte, on va dire, la manière dont, dès le départ, on va dire, le terrain a été miné. Parce que durant sa campagne, effectivement, il y a eu des essais, des tentatives de lui faire retirer sa candidature. Et donc, elle a compris, cette héroïne, qu'elle était en difficulté, qu'elle serait sans doute en difficulté, même si elle avait été très optimiste et qu'elle pensait que les choses s'arrangeraient avec le temps. Et durant cette campagne, le fait qu'elle soit une femme a été aussi un élément déterminant, on va dire, dans un certain ressentiment qu'elle a pu éprouver. Oui, c'était une véritable chasse aux sorcières. Alors, vous dites dans votre livre, Félix Talisman, qui a existé, mais c'est pas le vrai nom de cet homme que vous avez connu lorsque vous étiez présidente à la tête donc de l'UFC. Et ce qui va déclencher, alors vous dites aussi, c'est Félix le Talisman, dit le défenestreur. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Il semble, enfin, dans le roman, il est dit que cet homme aurait précipité une de ses maîtresses, en tout cas une femme, par une fenêtre, d'où son surnom de défenestreur, sans avoir été inquiété plus que ça par la justice. Et donc, ça, on va dire, ça fixe le cadre et ça montre d'emblée l'univers de violence potentielle dans lequel l'héroïne va se retrouver plongée. Oui, parce que lui aussi est déterminé, mais heureusement, l'héroïne aussi est déterminée, et d'ailleurs qu'on nommera CMC. Voilà. Tout à fait. Alors, voici ce qui va déclencher la furie, la colère de Félix Talisman. Il y a ce rapport du grand vérificateur des comptes qui trouve des anomalies. Et puis aussi, il y a cette lettre de rappel qui précise que l'UFC, donc cette université basée en Martinique, doit 2 millions d'euros à l'AFUC, l'Association pour la Fédération des Universités Caribéennes. Et ces 2 millions, en fin de compte, ont servi à, on va dire, aider à faire marcher le labo Caribmia détenu par Félix Talisman. Donc là,
Oui, effectivement, ce sont deux faits qui vont déclencher, on va dire, la fureur de Félix Talisman et mettre en difficulté très tôt cette héroïne parce qu'il ne sait pas ce qu'elle fera de ce rapport. Il ne sait pas si elle l'enterrera, puisqu'apparemment, il y avait une tradition dans l'UFC, du moins chez les présidents hommes, il n'y a eu qu'une présidente femme avant CMC, d'enterrer ses rapports et de ne pas parler, ce qui permettait justement à Talisman de continuer en toute impunité, de mener ses petites affaires. Et du coup, ça crée un suspense parce qu'il se dit, aura-t-elle le cran de ne pas enterrer ce rapport et si elle ne l'enterre pas, ce sera la guerre déclarée. Donc, à partir de là, l'intrigue se noue. Et donc, toute la difficulté pour CMC, c'est d'arriver à mener à bien l'enquête, les dessous, chercher ce qu'il y a sous ces dessous, enfin, les dessous de ce rapport, et essayer de comprendre pourquoi une université qui a un budget de fonctionnement de 6 millions environ doit 2 millions dans le cadre des activités d'un laboratoire. Et donc, à partir de là, le thème de la corruption s'inscrit dans le roman, mais aussi celui de la violence qui lui est associée. Oui. Alors cette présidente, en fin de compte, gère le campus, on va dire en Martinique, elle gère aussi le campus en Guadeloupe et elle gère aussi le campus en Guyane. Donc cette présidente voyage tout le temps. Oui, c'est en fait, c'était le sort en quelque sorte réservé au président au temps où l'Université des Antilles et de la Guyane existait, puisque maintenant il y a l'Université de la Guyane qui s'est créée et à côté il y a l'Université des Antilles. C'était de voyager entre les 3 régions chaque semaine, d'organiser des conseils d'administration sur chacune des régions, soit en présentiel, soit en visioconférence, et d'administrer à distance grâce à des vice-présidents de pôle qui, eux, étaient présents tout le temps sur chacun des pôles de l'université et qui pouvaient donc être des relais s'il y avait une loyauté entre les vice-présidents et les présidents, ce qui n'était pas toujours le cas. Parce que c'est vrai, vous expliquez, enfin, CMC explique que certains vice-présidents, certains professeurs, certains étudiants même, étaient du côté de Félix Talisman. Comment arrivait-il justement à les amadouer, à les tenir sous sa botte? C'est justement toute cette idée, en fait, cette organisation de ce que dans le roman CMC appelle le clientélisme, le système de redevabilité. C'est cette manipulation d'argent et qui est reversée en quelque sorte par Félix Talisman à ses affidés pour maintenir leur loyauté et leur fidélité, qui fait que finalement, beaucoup de personnes de cette université lui étaient redevables et ne pouvaient pas parler, d'où cette importance du silence et de cette complicité plus ou moins passive ou active, ça dépend des cas. Vous nommez aussi les griffeurs. Oui, ce sont ceux qui sont du côté, Voilà, ce sont ceux qui sont redevables, ceux qui appartiennent au système mis en place par Félix Talisman. Donc il y a des griffeurs qui sont à l'intérieur de l'université, il y en a beaucoup aussi à l'extérieur. Et du coup, CMC se retrouve en prise avec ces griffeurs dont l'activité principale sera de la harceler, elle et ses soutiens, de mails extrêmement violents qui sont envoyés à 2000, 3000 personnes, dont les préfets, les présidents de région, les ministres, etc., pour l'humilier, la dénigrer, la décourager et surtout donner un sentiment d'écrasement permanent, puisque ces mails, week-end, jours fériés, vacances, n'arrêtaient pas. Oui. Voilà. Et le pire, c'est que Félix Talisman était présent parce qu'il y avait un conseil d'administration, donc il était présent, donc il arrivait toujours à pouvoir, tirer les ficelles et puis aussi à mettre son grappin sur telle personne, à l'influencer. Voilà, en fait, tout le jeu de Félix Talisman, c'est de montrer à CMC que c'est lui le vrai président de l'UFC, ou le super président, c'est lui le patron, et qu'elle aura beau s'agiter, que c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui est aux commandes, et que c'est à lui que le personnel de l'université obéit et pas à elle. Et donc, il faudra beaucoup de courage et de résistance, de détermination pour arriver à s'imposer, d'autant que le personnel n'est pas habitué à être administré par une femme et qui se dit qu'une femme, dans l'imaginaire de nos pays, va craquer rapidement et donc ils n'ont pas intérêt à se mettre Talisman à dos. Oui. Voilà. Mais pourtant, en Martinique, c'est très connu quand on parle de femmes potomitan, ce sont des femmes mères qui gèrent leur vie familiale d'une main de maître, on va dire, ou de maîtresse.
Mais c'est vrai qu'une certaine dureté, donc les hommes ont l'habitude quand même d'être en contact avec ces femmes qui les dirigent. En fait, oui, mais il faut bien se rendre compte que quand on parle de femmes potomitan, on est dans le domaine, dans la sphère de la domesticité. C'est-à-dire, on n'est pas dans le domaine public, on n'est pas dans le domaine des institutions, des établissements, donc c'est un domaine privé. Oui, dans le domaine privé, la mère est toute puissante, la femme est toute puissante, Oui. mais dans le domaine privé. Le domaine public, c'est celui de l'homme, c'est celui qu'investit l'homme dans toute sa puissance. Et puisque la femme est dans le domaine privé, elle n'est pas présente dans le domaine public. Donc il y a une forme d'ingérence, on va dire, féminine, lorsqu'une femme prend un poste de responsabilité parce que précisément, comme on l'a dit souvent à CMT, retourne faire ton ménage et t'occuper de tes enfants, ta place est dans la sphère du privé. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'incompatibilité parce que ce mythe de la femme potomitan maintient justement, légitime uniquement la présence et le pouvoir de la femme dans le domaine privé. Et quand elle va dans le domaine public, elle commet une transgression. Et toute transgression a un prix et elle doit payer pour d'avoir franchi en fait la ligne rouge. Vous avez, dans ce livre, vous ne montrez pas trop les menaces, les agressions, les violences. Bien sûr, il y a eu les violences verbales, mais il y a eu certainement des agressions physiques, parce que certains étudiants ont fait des manifestations au sein de l'université en Martinique, que ce soit même en Guadeloupe. Il a fallu même... On vous a séquestré un moment aussi en Guyane. Oui, en fait, j'en parle en disant que mon héroïne, CMC, Oui, elle est très, il est difficile pour elle d'ouvrir cette porte, la porte de ces souvenirs-là, parce qu'ils sont extrêmement douloureux, oui. parce qu'elle a vu des collègues qu'elle croyait amis se transformer en bourreaux, elle a vu des étudiants pour qui elle aurait tout donné devenir extrêmement agressifs, et donc c'est un récit en filigrane, et aussi parce que il me semblait pas pertinent justement de ressusciter toutes ces vieilles haines et toutes ces vieilles rancœurs qui minent les relations entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui sont appelées Madaguaya et Guada dans le roman. Parce que précisément, dans mes thèmes de recherche, en tant que professeur des universités, je travaille sur l'interculturel et le vivre ensemble. Et qu'il me semble que ce vivre ensemble doit être ce qui est notre boussole. Oui. Et donc, dans le roman, CMC, qui croit toujours à ces valeurs d'interculturalité et du vivre ensemble commun, essaie de ne pas insister trop, on va dire, sur ce déferlement de violence, parce que il n'était pas souhaitable de donner l'impression que tous les Martiniquais ou tous les Guadeloupéens ou tous les Guyanais étaient en quelque sorte orchestraient cette violence. Elle préfère se dire dans le roman qu'elle est tombée sur les mauvaises personnes au mauvais moment et que si d'autres personnes avec un idéal comme le sien avaient été aux responsabilités à ce moment-là, cette page de l'histoire se serait écrite autrement. Mais je n'arrive pas à comprendre toute cette hargne, parce que vous vouliez enlever des unités, enlever des labos de recherche, vous vouliez moins de budget, licencier des professeurs pour que tous soient contre vous, ligués contre vous, je ne comprends pas. Non, en fait, il y avait un système mis en place. Oui. Un système dans lequel l'université était pas véritablement une institution de formation et de recherche. On va dire que c'était aussi une devanture, c'était en vitrine, mais qu'il y avait des activités illicites qui permettaient à différents personnels administratifs, à des étudiants, notamment des doctorants ou à des enseignants, d'avoir véritablement des ressources qui faisaient que leur salaire puisse être considéré comme de l'argent de poche. Et donc, avec la mise en évidence publique, en quelque sorte, de ce rapport du grand vérificateur des comptes, CMC vient perturber ce système, le remettre en question. Or, ces personnes ont déjà intégré ces ressources dans leur budget mensuel, annuel. Elles sont totalement liées à Félix Talisman. Et donc, il y en a sur les 3 pôles. Et donc, il n'y a pas énormément de griffeurs. Il y en a peut-être une 50aine, mais ils sont très actifs. Et ce sont ces personnes-là qui vont se déchaîner sur CMC. Les autres
se contentant d'être silencieux parce qu'ils ne veulent pas subir les violences qu'elles subissent et parce qu'ils veulent passer inaperçus. Et du coup, c'est ce que je dénonce à travers les propos de CMC comme la complicité passive et une forme de résignation, de fatalité face à un système qui a toujours existé et qui leur paraît indestructible. Alors comment vit CMC justement toute cette violence, les proches, la famille, parce qu'elle a son mari, elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Comment vivent-ils cela? En fait, c'est déjà le passage d'une vie anonyme à une vie publique, c'est violent. Oui, De c'est vrai, vous devenir intervenez beaucoup sur les plateaux Voilà. télé, enfin, elle CMC, intervient, oui, et, CMC. et devant, voilà, de passer brusquement, de se retrouver projeté comme ça devant les caméras en permanence, c'est déjà une certaine violence quand on ne l'a pas recherché. Ensuite, c'est forcément une exposition aussi pour les autres, parce que tous ceux qui portent le même nom, tous ceux dont on sait qu'il y a des relations proches se trouvent aussi exposés, soit aux critiques, soit aux moqueries, soit aux questions. Et donc, ce sont des vies qui basculent, ce sont des vies qui se trouvent complètement bousculées et aussi dans une inquiétude parce qu'il y a, comme je l'ai dit, de la violence partout et aucune protection véritable parce que les institutions sont défaillantes et que finalement, ce sont des anonymes qui vont constituer la milice des sentinelles pour faire un bouclier autour de CMC, mais ce ne sont pas les institutions qui l'ont protégé. Il y a même des gouvernementaux qui s'en mêlent. Ils préfèrent même être en contact avec Talisman, un ministre, il me semble. C'était quel ministre? En fait, C'était sous Hollande. Oui, c'était sous le gouvernement Hollande et effectivement, il n'y a pas eu de soutien parce que je crois qu'il y a des politiques en Outre-mer qui ne sont pas exactement les mêmes qu'ici, qu'il y a des choses qui seraient complètement impossibles à imaginer ici, qui se sont déroulées, que j'ai vues de mes propres yeux, comme la destitution de 2 de mes collègues élus, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'origine guyanaise. Oui. Et donc, ils ont été destitués par la ministre. Et j'ai dû porter plainte au tribunal administratif de Basse-Terre pour que le droit soit rétabli et que le ministère soit condamné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, être président de l'université, se retrouver à porter plainte contre un ministre. Et on m'avait demandé de procéder à cette destitution, ce que j'ai refusé catégoriquement parce que c'est complètement illégal et inhumain. Et du moment que ce refus a été exprimé clairement, j'ai été ostracisée. Et je me suis retrouvée seule et heureusement qu'il y a eu cette foule d'anonymes qui a décidé que cette cause était juste et qu'ils viendraient me porter secours. Et donc, à travers CMC, j'essaie de mettre aussi, de porter un regard réflexif sur la manière dont les politiques outre-mer sont organisées et sur le silence aussi national, parce que tout ça est possible parce qu'on sait que la presse nationale ne s'intéresse pas nécessairement à ce qui se passe, ça reste caché et finalement ça devient de la fiction. Oui. La réalité devient de la fiction et elle est peut-être plus invraisemblable que ce que je raconte dans le livre. Très bien. Merci beaucoup, Corinne Mancé-Caster, de nous avoir un peu dévoilé le talisman de la présidente aux éditions Écriture. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Alors, carte sur table, Corinne Mancé-Caster, vous êtes, je rappelle, agrégée d'espagnol, docteur en sciences du langage, et là, vous officiez à la Sorbonne, à Paris, en tant que professeur de linguistique hispanique. Alors, c'est quoi les cours? Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos étudiants? En fait, j'interviens au niveau master, doctorat, et je prépare les étudiants à l'agrégation externe et interne d'espagnol. En tant que professeur de linguistique, en fait... Donc, c'est-à-dire que tous les cours sont en espagnol? À Oui. aucun moment, c'est en français. Oui, les cours sont majoritairement en espagnol. Ça peut arriver des petites incises en français, oui. Voilà, mais c'est majoritairement en espagnol. Et voilà, on réfléchit sur la langue, comment argumenter, comment s'exprimer pour pouvoir tenir des discours précis sur la rhétorique, sur l'histoire de la langue aussi espagnole depuis le latin,
et l'histoire des langues romanes, les liens, on fait de la linguistique contrastive, comparée entre le français et l'espagnol. Donc j'ai des étudiants qui viennent de divers horizons, d'Italie, de Barcelone ou d'autres pays. Et c'est vraiment différent des Antilles où on avait plutôt une population d'étudiants locaux. Oui. Et là, on a des étudiants qui ont été formés différemment, qui ont des bibliographies différentes à proposer, qui parfois sont plurilingues, parlent beaucoup de langues et c'est très riche. On accueille aussi des étudiants Erasmus, donc internationaux. Et donc, ça fait un beau panel d'étudiants extrêmement différents qui se retrouvent au sein d'un séminaire qui l'anime de façon très vivante. Et moi, au niveau pédagogique, ça m'a beaucoup dynamisée parce que, en fait, on a des étudiants qui ont vu beaucoup de choses, qui ont voyagé, qui sont très critiques. Et donc, il faut être en mesure de répondre à leurs questions, de les intéresser aussi parce qu'ils peuvent changer de séminaire. C'est des choix optionnels souvent. Et donc, ils ont une grande liberté de choix. Et donc, il faut pouvoir les captiver pour qu'ils maintiennent leur présence dans le séminaire et que le séminaire reste actif. Voilà. Est-ce que vous avez abordé cette actualité concernant le gouvernement indépendantiste catalan, puisque... oui, parce qu'en fait, je suis rattachée à l'Institut d'études hispaniques et au sein de cet institut, il y a un département d'études catalanes. Et donc, c'est vrai que ça a été un grand souci, une grande inquiétude, parce que jusqu'ici, les études catalanes et les études hispaniques marchent main dans la main, fonctionnent ensemble. Oui. Et c'est vrai que si se créait un pays catalan indépendant, ça remettrait aussi pas mal de choses en cause dans la manière d'enseigner, parce que, par exemple, l'agrégation d'espagnol qui permet d'enseigner en lycée ou en classe préparatoire a une option obligatoire de catalan, par exemple, parce que c'est lié. Et donc, voilà, c'est une inquiétude parce qu'on se dit jusqu'où le morcellement ira et comment faire face à ces situations finalement de crise et de séparatisme, en fait. Ouais. Ouais. Et vous avez des auteurs que vous proposez à vos étudiants, ou ils vous proposent aussi, mais madame, découvrez cet auteur aussi à cet échange, ça peut se faire? Il y a cet échange parce que je donne aussi des séminaires de traductologie, de traduction. Et donc, les étudiants, des fois, proposent des ouvrages. Alors, on a des étudiants italiens qui ont des œuvres en italien, qui ont été traduites en espagnol et qui ont ici été traduites en français. Et on essaie de voir justement quelles sont les différences. Et on voit que, par exemple, il y a des passages qui disparaissent de l'italien au français. S'il y avait une critique très forte de quelque chose qui se passait en France, la traduction française ne retient pas. Pareil pour l'espagnol. Donc, on fait des comparaisons. Et les étudiants présentent aussi des ouvrages qu'ils ont aimés. Par exemple, il y a eu le prix étudiant du meilleur roman. Donc, ce sont les étudiants qui ont attribué un prix à un roman qu'ils aimaient. Et c'est un Cubain qui a remporté le prix. Donc, il y a une volonté aussi de rendre les étudiants acteurs de leur savoir, parce que il est difficile maintenant de se projeter dans le cours magistral des mandarins d'avant. Ça ne fonctionne plus. D'accord. Il faut que ce soit vraiment dynamique, il y a un échange interactif. Voilà, qui est aussi une sollicitation de leur part, qu'ils aient des recherches à faire et qu'ils puissent aussi apporter, construire le cours en même temps que l'enseignant de façon extrêmement vivante et dynamique. Voilà. Très bien, merci beaucoup Corinne Mancé-Castien de nous avoir présenté votre travail, votre fonction, votre rôle au sein de l'Université de la Sorbonne à Paris. Je vous propose maintenant le coup de cœur. Alors, pour le coup de cœur, c'est un auteur congolais, pas espagnol. J'étais même surprise. Oui, c'est un auteur congolais parce qu'une autre facette de mes recherches, en tant qu'antillaise et en tant qu'issue d'un territoire colonisé, c'est d'explorer la francophonie littéraire pour voir justement ce qui sépare et rassemble des écrivains africains ou maghrébins ou canadiens, québécois et nos écrivains caribéens, antillais, donc haïtiens, martiniquais, etc. Puisque j'écris et donc je m'intéresse aussi à ce que d'autres écrivent. Et j'ai été fascinée par ce livre, Photos au bord du fleuve, parce que c'est un écrivain homme qui décrypte justement une résistance féminine qui s'organise autour de femmes qui ont toutes connu un niveau social élevé et qui sont tombés en déchéance sociale en quelque sorte et qui se retrouvent à casser des pierres au bord d'un fleuve
et elles se font exploiter. Et elles décident un jour de vendre leur sac de pierre beaucoup plus cher. Et à partir de là, elles désignent une porte-parole. Et cette résistance, qui au départ était très molle, va les souder, va leur donner beaucoup de courage. Et leur porte-parole va se retrouver à la fin projetée dans un rôle possible de conseillère de ministre. Et donc, ce thème de la résistance des femmes, donc ici des femmes africaines, des femmes congolaises, m'a beaucoup intéressée parce que il n'y a pas une organisation ni syndicale, ni politique derrière. C'est vraiment un mouvement spontané, mais face à l'injustice et à la violence qu'elles subissent, parce qu'elles toutes, elles sont tombées dans la déchéance sociale, parce qu'elles ont refusé de se soumettre à leur mari ou aux familles qui leur demandaient d'être soumises. Et toutes ces femmes ont ce point commun qu'elles ignorent et elles vont se découvrir. Et à travers leur résistance, on va voir aussi comment d'autres femmes exploitent des femmes, comment d'autres zones exploitent des femmes. Et donc, c'est extraordinaire de voir comment un homme peut aussi finement pénétrer la psychologie des femmes et nous donner à les voir sous un œil. Emmanuel Dongala, c'est vrai qu'il a cette plume pour pouvoir rentrer dans les personnages féminins et sortir ces personnages comme ça qui deviennent forts, qui se relèvent à chaque fois. Qui se relèvent à chaque fois et dont on n'aurait pas soupçonné dans les premières pages l'immense force intérieure. Et son écriture est extrêmement lumineuse, limpide, incisive, mais avec une certaine tendresse qui fascine et qui donc je recommande la lecture de ce livre. Voilà, photo de groupe au bord d'un fleuve, au bord du fleuve, d'Emmanuel Dongala. Voilà, merci beaucoup Corinne Mancé-Caster de nous avoir proposé ce coup de cœur, mais aussi vous êtes venue nous voir pour votre roman Corinne Mancé-Caster, voilà, Le talisman de la présidente aux éditions Écriture. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.